J'effectue actuellement une thèse à l'École pratique des hautes études et auprès du LABEX Aztec, sous la direction de Brigitte Mondrin. Cette thèse porte sur l'histoire du texte de l'introduction arithmétique de Nicomaque de Guerraza, un traité scientifique rédigé au IIe siècle de notre ère. Composé de 2 livres, le traité de Nicomaque équivaut à une édition de petit format de 147 pages environ. Il offre une synthèse des principales connaissances à acquérir en arithmétique dans le cadre d'un cursus ayant comme aboutissement pour son auteur l'étude de la philosophie. Le traité présente un certain nombre de définitions qui donnent d'abord lieu à un classement statique des nombres selon des catégories, avant d'envisager un système de relations de nombre à nombre établi sur le partage de composants communs. Le premier livre du traité évoque ainsi différents types de relations de proportionnalité, dont 2 subsistent encore aujourd'hui, celle du multiple et du sous-multiple. L'introduction arithmétique a pour objectif l'approfondissement des connaissances arithmétiques destinées à une meilleure compréhension du monde dont les nombres constituent le fondement. Le traité de Nicomaque a servi de manuel pour l'étude de l'arithmétique jusqu'à la fin du Moyen-Âge, comme première discipline du quadrivium. Dans le cadre de cette journée, en partie consacrée à l'étude de documents, je commencerai par présenter rapidement les diverses éditions anciennes du traité, avant de m'intéresser aux caractéristiques qu'une nouvelle édition de ce texte pourrait présenter. Puis je mentionnerai très brièvement un type de problème qu'elle permettrait vraisemblablement de résoudre. L'introduction arithmétique de Nicomaque a déjà été éditée en France, mais en 1538. Il s'agit de l'édition Princeps effectuée par Christian Weschel à Paris. Cette première édition ne répond pas aux critères qui régissent actuellement l'édition d'un texte antique. L'éditeur ne livre pas de détails sur le ou les manuscrits dont il s'est servi. L'édition comporte seulement le texte du traité sans apparat critique. C'est la seule édition du traité de Nicomaque parue en France. La première traduction complète de l'introduction arithmétique en français a par ailleurs été faite par Jeannine Berthier en 1978 aux éditions Vrin. Elle ne constitue pas pour autant une traduction exacte du texte grec de la dernière édition du traité parue au XIXe siècle. Si l'on exclut les travaux ponctuels de philologues français et allemands consacrés à des parties du traité, souvent quelques chapitres, au cours du XIXe siècle, le traité a été édité 2 fois en Allemagne depuis l'édition Weschel. Tout d'abord par Friedrich Hast en 1817. Celui-ci établit un texte sans apparat critique, mais avec des notes critiques abondantes à partir de l'édition Princeps et de 3 manuscrits transmettant le texte du traité conservés à Munich, datant des XIIIe, XIVe et XVIe siècles. L'un d'eux, le Monacensis Graecus 238 du XIVe siècle, étant par ailleurs lacunaire. La 3e édition du traité par Richard Hoche, parue en 1866, prend pour base les éditions Weschel et Hast, auxquelles elle confronte le texte de 4 manuscrits des XIVe, XVIe et XVIIe siècles conservés en Allemagne. Hoche incorpore aussi la collation partielle, effectuée 38 ans auparavant par Nobbe, du texte d'un 5e manuscrit du XIVe siècle conservé à Nuremberg. Cette édition présente un apparat critique, mais ses leçons diffèrent souvent des textes des manuscrits. De plus, une partie des choix de variantes privilégiés par Hoche pour produire cette édition s'appuie sur le présupposé que l'un des manuscrits, copié sur parchemin, qui passe alors pour avoir été copié au Xe siècle, constitue le plus ancien témoin de la tradition manuscrite. Des travaux récents ont montré que ce manuscrit est en réalité à placer parmi les témoins du XIVe siècle. En outre, la manière d'éditer des textes s'est quelque peu modifiée depuis le XIXe siècle, avec des collations directes des témoins, par exemple, un établissement du stéma qui prenne en compte l'époque de copie des manuscrits dans sa représentation. Vous pouvez voir ici que tous les témoins utilisés par Hoche sont placés sur le même plan dans le stéma qui figure dans son édition. On attache aussi plus d'importance à la distinction précise des mains de copistes et d'annotateurs qui sont intervenus dans les manuscrits. Hoche n'en distingue que 2 dans le Göttingensis, alors qu'au moins 3 mains y sont présentes. L'édition de Richard Hoche n'est pas représentative de l'ensemble de la tradition manuscrite du traité de Nicomaque. En termes de chiffres, elle s'appuie sur tout ou partie du texte contenu dans 8 à 9 manuscrits, d'une tradition qui en compte une centaine, répartis dans des bibliothèques dont la majorité se trouve en Europe, principalement en Italie, en France et au Vatican. De ce fait, l'une des premières tâches en vue d'une nouvelle édition de l'introduction arithmétique consistera à tirer de l'histoire de la transmission du traité un choix de témoins présentant des caractéristiques utiles à l'établissement du texte. La tâche est telle que l'édition du texte
ne sera pas le but de ma thèse, qui constitue en réalité le travail préparatoire à une édition moderne du traité prenant appui sur des bases scientifiques rigoureuses. Je m'attache à reconstituer les relations textuelles qui lient les manuscrits transmettant le traité, afin d'établir un arbre généalogique le plus précis possible qui distingue les différentes branches de la tradition manuscrite. Le nombre impressionnant des manuscrits qui transmettent le traité de Nicomaque constitue un témoignage de l'histoire de ce texte qui a connu un grand succès et dont on peut mesurer l'influence qu'il a exercée par le biais des traductions en différentes langues, latin, syriaque, arabe et hébreu, qui en ont été faites. La traduction quelque peu modifiée du traité en latin par Boès au VIe siècle constitue le pendant en Occident du traité de Nicomaque. Elle s'est ainsi trouvée à la base de l'enseignement de l'arithmétique au Moyen-Âge dans les monastères occidentaux. Concernant la tradition manuscrite grecque, plus de la moitié des témoins qui transmettent le texte a été copiée entre le XIIIe et le XVIe siècle. Il n'existe pas à l'heure actuelle de témoins antérieurs au XIe siècle, alors qu'on croyait au XIXe siècle disposer d'un manuscrit du Xe siècle. Il n'y a pas non plus de témoins du traité copiés sur papyrus. Comment dès lors combler le trou de 9 siècles entre l'époque de sa rédaction et le premier témoin conservé, à partir des manuscrits qui nous sont parvenus? À quels éléments adosser l'histoire du texte? Un premier indice est livré par la manière dont est transmise l'introduction arithmétique dans certains manuscrits. Elle est assez fréquemment accompagnée par l'un des commentaires, mais parfois même par les 2 commentaires rédigés à partir d'un cours dispensé à l'école d'Alexandrie par Ammonios. Ces commentaires, l'un d'Asclépios de Tralles, l'autre de Jean Philopon, très proches par leur formulation, sont en réalité issus d'une même prise de notes qui a abouti à un texte un peu plus développé dans un cas que dans l'autre, au moment de la mise au propre par chaque auteur de ces notes communes. En transmettant par le biais de l'EM une partie de l'introduction arithmétique, ils sont susceptibles de livrer un état du texte différent, constituant ainsi un jalon de l'histoire du texte qu'ils commentent. Mais ces commentaires ne reproduisent pas l'intégralité du traité de Nicomaque, ne livrant parfois que des portions de phrases de l'introduction arithmétique. Comment alors mettre au jour cet état du texte qui soit le plus proche possible de son état d'origine, et quels sont les problèmes susceptibles de se poser lors de tentatives pour le retrouver, ou à défaut pour retrouver un état plus ancien du texte du traité? Le principal obstacle semble être pour l'instant la conséquence d'un phénomène qui touche tous les textes antiques, quelle que soit leur nature, particulièrement bien connu dans le cas des ouvrages littéraires, celui de l'explicitation. La transmission des textes passe par la production d'explications, d'éclaircissements liés à une activité de lecture et d'étude de son contenu. À l'œuvre de départ s'ajoutent des passages supplémentaires qui finissent dans certains cas par être incorporés dans le texte au fil des copies. Et il n'est pas toujours aisé de les distinguer du reste de l'ouvrage. Le phénomène a pris des dimensions d'autant plus importantes et sans doute aussi plus difficiles à mesurer dans le cas de l'introduction arithmétique, c'est-à-dire d'un traité qui a pour premier objectif d'expliquer son propre contenu. Aux explications initialement présentes dans le texte se sont ajoutées celles des copistes et des différents lecteurs qui l'ont étudié ou enseigné. Quelle forme ces passages explicatifs ont-ils alors adopté dans le cas présent? Elles sont relativement nombreuses, certaines sont assez classiques, quoique rares, comme celle-ci. Les 2 figures proviennent d'un manuscrit du XIIIe siècle conservé à Hambourg et sont présentes dans les marges des folios 9 verso et 10 recto. Une scolie, la figure du haut, indique comment lire le tableau de nombres en dessous, dont le contenu est transcrit dans le tableau bleu ci-contre. Ce tableau est placé dans un chapitre consacré à l'une des espèces du nombre pair, l'impair pair ou péricertios en grec. C'est le résultat de la multiplication d'un impair par 2 à la puissance 2 minimum, soit de la forme suivante, un impair que multiplie 2 à la puissance n avec n supérieur à 1. Le tableau montre comment former les premiers nombres impairs-pairs. La première ligne ne contient que des nombres impairs, la deuxième ligne que des puissances de 2 supérieures à 1, ce que Nicomaque appelle des paires-mempairs. Ce sont les lignes suivantes, à partir de la troisième, qui contiennent en réalité les nombres impairs-pairs. La troisième ligne contient tous les nombres impairs-pairs formés à partir de l'impair 3, gamma, le premier impair du tableau, et de chacun des paires-mempairs de la deuxième ligne. Tous les nombres de la quatrième ligne sont ensuite le résultat de la multiplication de 5, epsilon, le deuxième impair du tableau, avec chaque paire-mempaire de la deuxième ligne. C'est ce qu'indique la scolie, dans la figure au-dessus, en liant par un trait les 2 termes multipliés et en présentant en dessous du deuxième le résultat de cette multiplication, c'est-à-dire le nombre impair-pair obtenu, qui correspond au nombre de la troisième ligne.
on retrouve par exemple I bêta 12 composé de gamma 3 que multiplie delta 4. Puis les deux lignes suivantes présentent les impairs pairs de la quatrième ligne. Ainsi, epsilon 5 est lié à delta 4 dont la multiplication donne kappa 20, soit le premier nombre de la quatrième ligne, et ainsi de suite. La disposition de ces nombres ne correspond pas à celle que nous adopterions de nos jours pour présenter les résultats d'une série de multiplications. Dans ce premier exemple, le processus d'explicitation est facile à identifier et il est aisé de circonscrire le passage ajouté au texte, ici la scolie. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsque les explications se greffent à l'exemple qu'elles illustrent. Ainsi, le phénomène d'explicitation, et pour ainsi dire de glose, se manifeste-t-il aussi dans le traité de Nicomaque par un tableau explicatif auquel on ajoute une ligne ou une colonne. Voici différentes variantes du même tableau. Il s'agit du tableau qui vient d'être examiné, reproduit ici en haut à gauche, et qui présente les différents nombres impairs pairs. Mais au fur et à mesure des copies, et sans doute aussi à cause de l'utilisation du traité pour l'étude de l'arithmétique, le tableau s'est parfois considérablement étoffé pour offrir des exemples supplémentaires de nombres impairs pairs à son lecteur. Malgré une manifeste diversité, des tendances et des modèles dominants se dégagent pourtant des manuscrits étudiés jusqu'ici. L'examen de la tradition manuscrite permet de constater que le nombre des tableaux et des schémas explicatifs s'est accru parallèlement au processus de copie et d'étude du texte, ce qui correspond au travail éditorial effectué sur le texte par certains copistes. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est vain de vouloir retrouver un état du texte plus ancien et plus proche de l'état de départ. C'est là qu'une collation systématique d'un certain nombre de leçons livre des résultats intéressants. Les exemples chiffrés qui illustrent le texte sont aussi utiles que le reste du traité. Ils jouent un rôle analogue à celui des variantes textuelles que l'on confronte pour établir un texte littéraire en vue d'une édition. Prenons le cas d'une liste de nombres impairs consécutifs à partir de 1. L'édition Hoche fournit la liste suivante, soit de 1 à 27. Dans la plupart des manuscrits dans lesquels j'ai collationné le passage, qui sont au nombre de 39, la liste va de 1 à 25, c'est-à-dire kappa epsilon. C'est également le cas pour le manuscrit le plus ancien de la tradition, le Matritensis 4678 du XIe siècle, dont vous pouvez voir ici une reproduction en bas. La liste qui nous intéresse est celle encadrée en rouge. L'édition Hoche reflète jusqu'ici l'état du texte transmis par 3 témoins du XIVe siècle. Le passage n'est pas vraiment compliqué, mais l'un des manuscrits copiés au XIIIe siècle commet une faute étonnante. Le manuscrit de Hambourg, sur la photographie du haut, présente la leçon suivante, déconcertante au premier abord. Je vous invite à regarder les 3 derniers nombres à partir de iθ 19, encadrés en rouge. C'est là que se situe la faute de copie. Le copiste passe de 19 à 31, soit de iota θ à lambda alpha, et cela ne semble pas être une erreur de copie simple à expliquer car il ajoute 33, lambda gamma, après 31, lambda alpha. Si l'on observe bien, un copiste ultérieur a corrigé lambda alpha et lambda gamma, 31 et 33, en kappa alpha et kappa gamma, 21 et 23, en allongeant la deuxième ampe du lambda, rétablissant ainsi un sens pour cette liste de nombres impairs consécutifs. Pourquoi ce passage est-il intéressant ? Aucun autre témoin n'atteste d'une liste qui s'arrête à 23, après correction, mis à part une copie tardive de l'Hambourgensis, et il est difficile de comprendre pourquoi le copiste commet une erreur aussi inattendue sans la corriger. Une première réponse apparaît en comparant le passage du manuscrit de Hambourg avec celui d'un autre manuscrit, également du XIIIe siècle, dont l'Hambourgensis est proche à la fois d'un point de vue textuel et pour les schémas explicatifs et les illustrations qu'il transmet, le Vaticanus Graecus de 1387. Je ne peux pas vous présenter de photographie du manuscrit Vatican, il n'est pas permis d'en faire, mais voici une transcription de son contenu. Il s'agit de la dernière liste de nombres tout en bas. Le résultat de la comparaison ne manque pas d'étonner. Le Vaticanus ne commet pas d'erreur, mais présente lui aussi une leçon singulière, observable dans aucun autre témoin pour l'instant. La liste qu'il contient compte 6 nombres de plus que celle de l'édition Hoche, c'est-à-dire 7 nombres de plus que la majorité des témoins du XIVe siècle et plus tardifs examinés jusqu'ici. Mais parmi ces nombres supplémentaires apparaissent les 2 derniers nombres, 31 et 33, de la liste du manuscrit de Hambourg.
En comparant les deux listes, les nombres 31 et 33 sont en gras, on imagine plus facilement comment a pu se produire l'erreur de copie du manuscrit de Hambourg si le copiste avait pour modèle une liste beaucoup plus longue que celle qu'il transmet et que celle contenue dans la quasi-totalité des manuscrits copiés au siècle suivant. La question qui surgit est alors la suivante. Pourquoi le copiste du manuscrit de Hambourg s'arrête-t-il à 33 s'il a sous les yeux une liste qu'on imagine semblable à celle du Vaticanus et qui va jusqu'à 39, lambda theta? Peut-être parce qu'il se rend compte que la liste qu'il vient de copier n'a pas de sens. L'examen d'un autre témoin du XIIIe siècle, pour la partie qui comporte l'introduction arithmétique, mais moins proche de l'Hamburgensis d'un point de vue textuel, permet de proposer une deuxième hypothèse. Conservé à Munich, ce manuscrit a été utilisé par Hoche dans son édition, bien qu'il ne fasse pas mention dans son apparat critique de la leçon qu'il offre pour ce passage. Le Monacensis Graecus 482, auquel Hoche attribue le sigle S, présente la liste suivante. Il s'agit de la photographie du bas, c'est-à-dire de 1 à 33 sans interruption ni erreur. Cette liste est également attestée, mais dans un seul autre témoin du XVIe siècle, conservé en Angleterre, qui est très proche du Monacensis d'un point de vue textuel. Dans ce cas, qui semble donc s'être transmis indépendamment du manuscrit de Hambourg, la liste s'arrête précisément à 33. Cela permet de confirmer l'hypothèse de l'existence d'un état du texte avéré, bien que peu répandu, présentant une liste de nombres plus longs pour ce passage, qui va jusqu'à 33. Cela permet aussi d'envisager sur cette base l'hypothèse d'une autre liste encore plus longue, allant jusqu'à 39, celle du Vaticanus Graecus de 1387, mais qui n'a pas subsisté dans les témoins les plus récents et qui est déjà absente des témoins copiés au XIVe siècle, examinés jusqu'ici. Face à une telle profusion de variantes, quel texte choisir alors d'éditer aujourd'hui ? Les manuscrits qui transmettent le traité de Nicomaque portent les traces de l'étude du texte au cours du Moyen Âge. Les explications diverses ajoutées au texte du traité ont inévitablement modifié en partie son aspect. Ces ajouts sont plus faciles à déterminer dans les parties textuelles que dans leurs illustrations chiffrées, mais ces dernières ne sont pas toutes à faire disparaître d'une nouvelle édition du traité. Bien qu'il soit évident que la totalité des tableaux et schémas ne se trouvait pas à l'origine dans l'introduction arithmétique, certains d'entre eux font nécessairement partie du traité. De fait, le texte de Nicomaque ne se lit pas d'une traite, ni de manière abstraite, mais est au contraire destiné à une mise en pratique, par une vérification de son contenu. Cela passe par un certain nombre d'exemples qui correspondent aux séries de nombres et aux diverses explications chiffrées qui accompagnent le texte, la mise en pratique du manuel constituant la meilleure preuve de l'acquisition de son contenu. À la différence de l'Almageste de Ptolémée ou des éléments d'Euclide qui constituent véritablement des sommes, l'introduction arithmétique n'est qu'un manuel. Et il est assurément curieux de constater que son texte s'est transmis, par le biais de ses copies successives, d'une manière relativement homogène. L'étude des schémas qui l'accompagnent permet de voir comment le texte a pu être adapté. C'est pourquoi l'un des enjeux d'une nouvelle édition du traité, une fois l'histoire du texte solidement établie, résidera aussi dans la sélection de ces schémas explicatifs à y incorporer. Le traité de Nicomaque constitue un témoignage d'un point de vue historique de la constance du contenu d'un enseignement de l'arithmétique hérité de l'Antiquité, dispensé à Byzance au Moyen Âge. Aussi, l'intérêt apporté à son contenu n'est-il pas seulement de nature mathématique, et l'histoire de son texte est-elle liée à celle des sciences et de l'étude de l'arithmétique de manière plus générale ? Une édition moderne du traité, établie sur des critères scientifiques, assurerait une meilleure connaissance de son contenu que celle permise par l'édition Hoche, et permettrait de nourrir la comparaison entre l'histoire de la transmission des textes grecs antiques scientifiques et de leur étude à Byzance au Moyen Âge, avec celle qui se produit en Occident à la même période. À côté des différentes définitions que présente l'introduction arithmétique, le traité livre aussi un certain nombre de citations, comme celle du fragment d'Archytas de Tarente, qui n'est par ailleurs connu que par d'autres sources secondaires, comme Porphyre dans un commentaire à l'harmonique de Ptolémée, ou encore Jamblique, notamment dans son commentaire à Nicomaque. Le texte de Nicomaque déforme en partie le contenu du fragment d'Archytas qu'il cite. Un certain nombre de travaux et d'études ont déjà modifié les limites du texte d'origine inséré dans le passage de l'introduction arithmétique. Dans un article paru en 1988, consacré au fragment du Pythagoricien, le chercheur Albio Cassio compare le texte du fragment présent dans l'édition d'Hillescrans avec celui de la citation d'Archytas contenue dans le traité de Nicomaque. Il s'agit d'une évocation des sciences mathématiques et de leur nécessité présentée dans le tableau suivant.
À gauche se trouve le texte du fragment édité par Diels et Crans dans le volume For Socratica, et à droite la citation faite par Nicomaque tirée de l'édition Hoche. En dessous figure la traduction par Janine Berthier du passage contenu dans l'introduction arithmétique. Indépendamment des variantes de formulation visibles et qui ont déjà été signalées comme des modifications apportées par Nicomaque, elles sont ici en italique, Cassio s'intéresse au dialecte dans lequel est rédigée la citation, et plus précisément aux 3 termes ici en gras. Ce sera aussi le sujet de notre propos. Cassio remarque que dans le traité de Nicomaque, ils ne sont pas empruntés au dialecte dorien, vraisemblablement utilisé par Archytas. Bien que Diels et Crans aient choisi d'éditer Diagnomenai, la formatique est commune, Diagnonai, est présente dans les témoins de la tradition manuscrite de Porphyre. Pour Cassio, la forme dorienne attendue est Diagnomen, voire Diagnomen, et il lui paraît tout à fait improbable qu'Archytas ait eu recours à la forme présente dans l'édition Hoche, Diagnomenai, dont la terminaison en menai est plus proche du dialecte de Lesbos ou d'une forme éolienne. De même, Hamin, forme dorienne pour Hémine, est remplacée dans l'édition Hoche par la forme éolienne Amin, aussi utilisée dans la langue homérique. En dernier lieu, l'infinitif Emen, on trouve aussi Eimen dans la tradition manuscrite de Porphyre, les 2 formes sont doriennes. Tandis que c'est encore une forme éolienne, Emenai, également présente chez Homère, qui figure dans l'édition Hoche. Pour ces 3 termes, aucune variante n'apparaît dans l'apparat critique de Hoche, pas plus que dans les commentaires que Friedrich Hast ajoute à la fin de son édition de l'introduction arithmétique, ou encore dans l'édition Weschel. Cassio a pris de surcroît la précaution de vérifier dans 2 autres manuscrits conservés à Naples et au Vatican le texte de la citation d'Archytas. Malheureusement, ces 2 manuscrits supplémentaires présentent les mêmes formes que l'édition Hoche, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des manuscrits qui transmettent le traité de Nicomaque, et donc cette citation. En effet, contrairement à ce que peut laisser penser le texte de l'édition Hoche, les témoins de l'introduction arithmétique observés jusqu'à présent présentent un grand nombre de variantes, de 2 à 8, pour chacun des termes examinés par Cassio, parmi lesquels les formes doriennes qu'il s'attendait à trouver, que j'ai présentées sous la forme du tableau suivant, et qui ne sont donc pas seulement présentes dans les manuscrits de Porphyre. Le texte de l'introduction arithmétique fourni par l'édition Hoche incitait Cassio à voir chez Nicomaque une volonté délibérée de transformer le dialecte d'Archytas de manière à rendre plus poétique la langue du présocratique, thèse qui n'est peut-être pas à écarter mais que n'illustre pas dans son intégralité la tradition manuscrite du traité de Nicomaque. En conclusion, l'introduction arithmétique contient un certain nombre de citations et fait référence à des auteurs antiques dont il ne subsiste parfois pas autre chose que des fragments. Produire une nouvelle édition de l'introduction arithmétique offrirait à coup sûr un nouvel accès à ces textes et une base de travail assurément moins trompeuse que l'édition Hoche pour les étudier, ainsi que le reste du traité. En outre, accorder une place plus importante dans une édition moderne aux schémas et aux tableaux de nombres que celle qu'ils occupent dans l'édition Hoche ne pourrait que faciliter la compréhension du texte et de la manière dont il a été étudié. À l'heure actuelle, c'est le texte de l'édition Hoche que l'on trouve dans le TLG, et il n'a même pas encore supplanté partout la référence à l'édition Weschel, pour citer le traité de Nicomaque, édition toujours utilisée, notamment dans le catalogue certes relativement ancien des manuscrits de la bibliothèque bodléienne. Je vous remercie.